Numéro 3, Jason Dalton. Kalamazoo est une ville du Michigan. C'est le samedi 20 février 2016. 45 ans a commencé son samedi comme d'habitude. Sa femme Carol et leurs enfants de 15 et 10 ans étaient en départie pour la journée. Jason a sorti le chien de la famille pour une promenade et ils ont fait quelques courses avec son meilleur ami. Après avoir fait les courses, Jason est rentré chez lui pour faire une sieste. Il avait l'intention de prendre quelques courses Uber ce soir-là, quelque chose qu'il faisait comme travail d'appoint en tant qu'expert en sinistre d'assurance. Vers 4 heures de l'après-midi, Jason a pris sa première course Matt Millen. Millen voulait aller chez son ami pour récupérer sa voiture. Les deux ont fait la conversation pendant le trajet. À un moment donné, le téléphone de Jason a sonné. Mian n'a pas prêté attention à l'appel, même s'il pouvait l'entendre via le Bluetooth. Un changement soudain est survenu à la fin de l'appel. Jason a accéléré brusquement et a commencé à conduire de façon erratique. Il s'est précipité dans la circulation en sens inverse, a grillé un stop et a violemment percuté une Ford Taurus. Jason semblait ne pas être affecté par tout cela. Mian, lui, était terrifié. Il suppliait Jason d'arrêter le véhicule, mais en vain. Jason a continué à conduire de manière erratique, mais est resté étrangement calme. Jason a manqué le virage vers Mélan. Désespéré, Mélan a montré des maisons au hasard comme si c'était là qu'il devait être. Jason s'est finalement arrêté, permettant à Mélan de sauter hors de la voiture. Casey Black, sur le porche avec son mari, a observé la scène. Mélan leur a raconté ce qui s'était passé. Le trajet était si étrange qu'il doutait de sa réalité, se demandant s'il faisait une crise mentale. Black a appelé le 911 et a décrit le véhicule utilitaire Sport Chevy argenté de Jason, mais il a eu l'impression que le répartiteur a minimisé la gravité de ce qui s'était passé. Mian a aussi tenté de signaler Jason. Après être rentré à la maison, Mian a appelé sa fiancée. Peu après, elle a mis en garde contre Jason avec sa photo sur Facebook. Entre-temps, Jason était revenu chez lui. Il a rassemblé des armes et contacté sa femme Carol. Il lui a dit qu'il voulait passer au Hummer noir qui se trouvait justement chez ses parents. Carol avait les clés du Hummer et a accepté de le retrouver chez ses parents. Jason n'est pas allé directement chez ses parents. Il a plutôt accepté une course de Dallin Blackburn, 18 ans, qui allait voir sa copine Macy. C'est elle qui a commandé l'Uber pour Blackburn. Elle a accidentellement donné le bureau Mint de Meadows Townhouse comme point de ramassage au lieu de l'adresse de Blackburn. Jason a appelé Macy pour lui dire qu'il était perdu. Macy lui a donné des indications et est restée silencieuse pendant les 10 prochaines minutes pendant que Jason tournait en rond autour du complexe de maisons de ville. À 17h30, Jason a vu 25 ans avec sa fille et d'autres enfants dont elle avait la garde. Il lui a demandé si elle était Macy ou Misty. Après sa réponse, il est parti, a fait demi-tour en voiture et est retourné aux maisons de ville. Assis dans la voiture, il a sorti son verrou semi-automatique et l'a pointé sur Caruthers depuis sa fenêtre. Caruthers a dit aux enfants de courir. Elle a été touchée 4 fois. Après avoir tiré sur Caruthers et supposé qu'elle était morte, Jason s'est dirigé vers la maison de ses parents. Alors que Jason y conduisait, il a grillé un feu rouge et a percuté un autre véhicule. En arrivant, Jason a dissimulé sa voiture abîmée dans le garage. Carol est arrivée peu après avec les clés du Hummer. Le Hummer ne démarrait pas, alors il a pris le Chevy HHR qu'elle conduisait. Carol a remarqué que quelque chose n'allait pas avec son mari et l'a interrogé à ce sujet. Il a raconté qu'un chauffeur de taxi lui avait tiré dessus. Il lui a ensuite remis un pistolet. Il a dit d'entrer chez ses parents et de verrouiller la porte. Il lui a interdit de retourner travailler et a exigé que les enfants n'aillent plus à l'école. Carol, confuse à Tessin, a demandé de quoi il parlait. Il a dit que si elle voyait quelque chose dans les actualités, elle saurait que ça le concernerait. Jason est ensuite parti en voiture. Il est allé chez lui et a pris un autre pistolet. Il s'est ensuite mis à conduire pour Uber. Vers 22h, Tyler Smith, 17 ans, et son père Richard, 53 ans, regardèrent des voitures chez un concessionnaire Ikea. Jason a fait le tour du parking et s'est garé devant les bureaux. Il a demandé aux Smith ce qu'ils regardaient.
Les Smiths se sont retournés et ont dit qu'ils regardaient, puis Jason les a abattus tous les deux. Il est ensuite monté dans sa voiture et a démarré. La petite amie de Tyler se cachait dans la voiture et elle a appelé le 911 depuis le téléphone de Tyler lorsque Jason était parti. Tragiquement, Tyler et Richard sont morts sur les lieux. Jason a foncé sur l'Interstate 94 jusqu'à un restaurant Cracker Barrel à Oshimo. Sur le parking, il a ouvert le feu sur 74 ans, 62 ans, 60 ans, 68 ans et 14 ans. Abby, la petite fille de Barbara, a survécu à la fusillade malgré une blessure à la tête. Après les fusillades au Cracker Barrel, Jason est rentré chez lui une dernière fois. Il a rechargé son arme et a caché le pistolet dans sa veste. Il a repris la collecte des tarifs. La police de la ville était en alerte maximale, ignorant la prochaine destination du tireur. Le sergent James Harrison était en ville pour enquêter sur un rapport de tir non lié. Il s'est avéré que c'était un canular malgré l'alerte maximale. Au bon moment, le sergent Harrison a repéré une Chevy HHR noire. C'était la même voiture, récemment décrite selon les images de sécurité du restaurant. Le sergent Harrison a appelé des renforts et a commencé à suivre Jason. À 12h37, le sergent Harrison a allumé ses feux pour un arrêt suite à un crime grave. Jason s'est immédiatement arrêté sur le côté. Harrison lui a ordonné de sortir du véhicule et l'a arrêté sans incident. En dehors du poste de police, Jason a dit à la police qu'un symbole de l'étoile de l'Est est apparu lorsqu'il a ouvert l'application Uber. Il a dit qu'un diable était apparu à l'écran lorsqu'il a appuyé sur le bouton de l'application. Il a dit que cela s'est transformé en problème. Selon Jason, la figure du diable lui donnerait une mission et prendrait possession de son corps. Jason a subi une évaluation psychologique pour voir s'il était apte à être jugé. Jason a raconté au psychologue comment le diable prenait possession de son corps via l'application Uber et contrôlait ses actions. Le psychologue a demandé à Jason s'il était possible que son esprit lui joue des tours. Il a dit qu'il tentait de surmonter cela. Jason a dit qu'il avait l'impression d'avoir une expérience hors du corps, mais il n'était pas sûr de ce que c'était. Il n'avait aucune autre raison de tirer sur ces personnes. Jason a été déclaré apte à être jugé. 5 jours après la fusillade, Carol a demandé le divorce de Jason. Au moment de cette vidéo, Carol et ses enfants avaient de quitter Kalamazoo. Jason a tué 6 personnes et blessé 2 autres au total. En janvier 2019, Jason Dalton a plaidé coupable de 16 chefs d'accusation, dont 6 pour meurtre. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il purge sa peine à l'établissement correctionnel Oaks, près de Manistee, Michigan. Numéro 2, Michael Taylor, en 1. En 1974, Michael Taylor, 31 ans, vivait avec sa femme Christine, 29 ans et leurs 5 enfants à Ossett, West Yorkshire, Angleterre. Les Taylor menaient une vie paisible dans cette petite ville anglaise. Michael était décrit comme un homme doux et généralement bienveillant. Cependant, Michael souffrait de dépression et devenait parfois renfermé et refusait d'interagir avec ses amis ou sa famille. La famille de Michael pensait que son état dépressif était dû à son incapacité à trouver un travail à temps plein suite à une grave blessure au dos. Malgré ses problèmes de santé mentale, Michael était un père et un mari attentionné. Les Taylor n'étaient pas considérés comme une famille religieuse et ils assistaient rarement au service de l'église. Toutefois, un ami de Michael a suggéré que sa dépression avait une dimension spirituelle. Il a convaincu Michael qu'il pourrait se sentir mieux s'il assistait à une réunion de prière hebdomadaire. Mary Robinson, âgée de 22 ans, menait le groupe de prière. Michael et Robinson passaient de plus en plus de temps ensemble pendant et en dehors des réunions de prière. Dans certaines de leurs séances en privé, ils se retrouvaient assis l'un en face de l'autre, faisant à plusieurs reprises le signe de la croix. Michael croyait que cette action servait à annuler le pouvoir maléfique de la pleine lune. Certains pensaient que Michael était tombé amoureux de Robinson. Puis un nouveau problème est survenu. Michael devenait déprimé, loin de Robinson.
La femme de Michael, Christine, ne pensait pas que le groupe de prière ni Robinson n'aidaient son mari. Lors d'une réunion de prière, Christine a ouvertement exprimé ses préoccupations. En quelques instants, le doux Michael a craqué, mais il n'a pas dirigé sa colère vers sa femme. Au lieu de cela, il a repoussé Christine et a attaqué verbalement et physiquement Robinson. Plus tard, Robinson se souvint du regard de Michael comme celui d'un lion prêt à tuer sa proie. Robinson croyait que Jésus l'avait protégé alors qu'il continuait à appeler son nom. Le groupe a retenu Michael qui continuait à crier en langue sur elle. Michael a été pardonné plus tard pour ses actions, bien qu'il ne se souvienne pas des événements. Un vicaire local a déclaré qu'un démon avait possédé et qu'il devait être exorcisé de Michael. L'exorcisme a commencé le 5 octobre 1974 à minuit. Le supplice de Michael a duré 8 heures, pendant lesquelles il s'est débattu, a convulsé et a craché. L'exorcisme était épuisant pour tous les participants car Michael aurait eu 40 démons chassés de lui, mais cela n'a pas éliminé tous les démons car 3 restaient, le meurtre, la folie et la violence. Le vicaire a décidé de les exorciser plus tard. D'autres personnes présentes lors de l'exorcisme pensaient que Michael avait besoin d'aide psychiatrique. Néanmoins, Michael et Christine sont rentrés chez eux. Peu après, Michael a pris des somnifères et s'est endormi. Vers 9h45 ce matin-là, un policier patrouillait le quartier des Taylor. L'officier est tombé sur une vue alarmante. Michael Taylor se trouvait à une courte distance de sa maison. Il était complètement nu et couvert de sang. Il était à genoux avec son front contre le sol. Michael a dit que c'était le sang de Satan. L'officier a ramené Michael chez lui, seulement pour trouver d'autres policiers sur place. Les voisins avaient entendu une perturbation et avaient appelé la police. Un inspecteur criminel sortant de la maison des Taylor a fait signe à l'officier de partir. Il a dit que tu ne voulais pas voir celui-ci. Je n'ai jamais rien vu de tel, c'est la femme. La maison était couverte de sang du sol au plafond. Christine Taylor, 29 ans, était méconnaissable. Michael lui avait arraché les yeux et la langue. Il avait également arraché une partie de son visage. Elle s'est morte rapidement en s'étouffant avec son propre sang. Le chien de la famille est également mort lors de l'attaque frénétique de Michael. Il avait été étranglé et énucléé. Michael a ensuite arraché les membres du chien. Michael a été arrêté et emmené dans un hôpital proche. Il n'a donné aucun motif à part le sentiment d'être libéré du mal. Après le procès, il était clair que le meurtre de Christine aurait pu être évité si Michael avait reçu une aide psychiatrique. Le vicaire Peter Vincent, l'un des exorcistes, ne croyait pas initialement que Michael pouvait tuer Christine, mais il a changé d'avis après l'exorcisme. Sally, la femme de Vincent, avait averti Christina de ne pas rentrer chez elle, craignant pour son bien-être. Christina a tenu à rentrer chez elle, inquiète pour ses enfants. Elle croyait que Jésus serait avec elle et la protégerait. Finalement, le blâme a été placé sur le groupe de prière et les prêtres qui ont effectué l'exorcisme. Michael a été acquitté pour aliénation mentale. Le juge a ordonné à Michael de passer 4 ans dans un établissement psychiatrique. Au moment de cette vidéo, Michael Taylor a 77 ans et il vit toujours dans... Numéro 1. Cheney Johnson. Brookfield est une petite ville du Connecticut. En 1981, c'était la maison d'Alan Bono, 50 ans. Bono n'avait vécu à Brookfield que brièvement. Il a quitté l'Australie pour s'installer aux États-Unis, d'abord en Floride, puis au Connecticut. Sa sœur habitait à Brookfield et possédait quelques chenils. Elle a demandé à Bono de venir l'aider à les gérer. Là-bas, il a rencontré 26 ans et son fiancé 19 ans. Le couple vivait dans un appartement à côté des chenils et Debbie travaillait comme toiletteuse dans les chenils. Le 16 février 1981, Bono, Johnson et Debbie passèrent la journée ensemble. Mais une bagarre a éclaté entre Bono et Johnson à propos de Debbie. Debbie a essayé de séparer les deux. Johnson a poignardé Bono plusieurs fois avec un couteau de poche de 5 pouces.
Alan Bono, 40 ans, est mort tragiquement des suites de blessures par arme blanche. 19 ans a fui après l'agression mais a été arrêté 1 heure plus tard. Lors de son interrogatoire, Johnson a affirmé que le diable l'avait incité à commettre cet acte. Le meurtre de Bono a été le premier de toute l'histoire de Brookfield, vieille de 193 ans. Avant le meurtre, Johnson était un ado ordinaire sans casier. Johnson a eu le coup de foudre pour Debbie lors de leur première rencontre à ses 12 ans. Le couple a commencé à se fréquenter à 16 ans. En 1980, Johnson a emménagé avec Debbie, sa mère Judy et David, le frère de Debbie âgé de 11 ans. Cet été, David a commencé à agir bizarrement. Il a commencé à voir le fantôme d'un vieil homme qui l'avait mis en garde. Initialement ignorées, les rencontres sont devenues plus fréquentes et violentes par la suite. David se réveillait la nuit, bouleversé et en pleurs. Il décrivait l'homme comme ayant de grands yeux noirs, un visage mince, des traits animaux, des dents acérées et des oreilles pointues, des cornes et des sabots. Les perturbations se sont aggravées. Les Glatzel étaient appelés David qui donne des coups de pied, mord, crache et jure. Des mains invisibles tentèrent de l'étrangler. Une force invisible projetait David telle une poupée de chiffon. Johnson et les Glatzel passaient des nuits blanches à essayer de le garder dans son lit. Ne sachant pas quoi faire, ils ont fait appel aux enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Les gardiens ont conclu que David était possédé par un démon et ont suggéré qu'ils essayent de faire bénir leur maison. La bénédiction du logis a échoué. Lors d'une longue nuit de possession de David, Johnson a provoqué le démon. Il suppliait l'entité maléfique d'épargner David et de le prendre à sa place. Soi-disant, le jour de l'agression, 2 voix sont sorties simultanément de la bouche de Johnson. Lors de son procès, son avocat de la défense a tenté de plaider non coupable pour Johnson, affirmant qu'une possession démoniaque avait conduit au meurtre de Bono. Le juge Robert Callahan a rejeté la plaidoirie. Il a déclaré que l'argument de la défense serait impossible à prouver. De plus, les prêtres ayant pratiqué des exorcismes sur David ont reçu l'ordre de garder le silence en public. Finalement, Arnie Johnson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré le 24 novembre 1981. Il a été condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison. En 1984, alors qu'il était en prison, Debbie Glatzel et Arnie Johnson se sont mariés. Johnson a été libéré en liberté conditionnelle en 1986 pour bonne conduite en prison. Il avait purgé plus de 5 ans. David Glatzel a continué à fréquenter une école pour les personnes émotionnellement perturbées. Les gardiens croyaient que des démons possédaient toujours David. Arnie Johnson et David Glatzel sont toujours en couple au moment de cette vidéo. Johnson ne serait apparemment plus possédé par des démons. David Glatzel est resté loin des projecteurs. En 2021, Carl Glatzel Jr., frère de David, a affirmé s'être rétabli de ses troubles mentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de consulter notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Trouvez-le sur youtube.com Criminally Listed. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues, qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed, Presents into the Killing, que vous pouvez trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music, et partout où vous trouvez de superbes podcasts. Mais c'est tout pour aujourd'hui, merci encore d'avoir regardé.